Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CCDV français pour cette nouvelle édition du journal. Nous commençons avec les conflits en mer de Chine méridionale. La Chine a rejeté les allégations américaines sur le fait qu'elle menaçait la liberté de navigation dans cette région. Le ministère chinois des Affaires étrangères a conseillé aux États-Unis d'arrêter de semer la discorde en mer de Chine méridionale. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a fait ces remarques lors d'une conférence de presse quotidienne en réponse à l'appel d'un haut officiel de la marine américaine pour qu'il y ait plus d'opérations navales dans la région. Le vice-amiral Joseph O'Coin, commandant de la 7e flotte de la marine américaine, a déclaré lundi que l'Australie et d'autres pays devaient suivre l'exemple des États-Unis. Il a déclaré qu'il devait mener des opérations navales libres de navigation au sein des 12 000 nautiques des îles contestées en mer de Chine méridionale. Hua Chunying a, elle, déclaré que la loi donnait droit à la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. Mais elle a ajouté que cela ne signifiait pas que des bateaux ou des avions américains avaient la liberté d'étaler leurs forces. En tant que plus grande nation au monde pour le commerce de marchandises et plus grand État riverain littoral en mer de Chine méridionale, la Chine se préoccupe plus de la sécurité de la liberté de navigation en mer de Chine méridionale que n'importe quel autre pays. Les États-Unis parlent de liberté de navigation, mais je crains qu'au fond, ce à quoi ils pensent, c'est à l'hégémonie maritime absolue. Donc, nous conseillons aux États-Unis d'arrêter de créer intentionnellement des tensions, d'arrêter les incitations, les mots et actions qui ne bénéficient pas à la paix et à la stabilité en mer de Chine méridionale. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a également déclaré que les constructions de la Chine sur son propre territoire en mer de Chine méridionale ne pouvaient pas être remises en question. Ces commentaires sont intervenus après qu'un groupe de réflexion américain a signalé que de récentes images satellites montraient que la Chine serait en train d'installer un système radar haute fréquence dans la région. Les îles et récifs que vous venez de mentionner sont le territoire indiscutable de la Chine. La Chine est entièrement dans ses droits souverains pour construire sur son territoire. En déployant des installations défensives nécessaires et limitées sur ces îles et récifs en mer de Chine méridionale, la Chine exerce ses droits défensifs comme pays souverain autorisé par le droit international, laquelle ne peut être remise en cause. La porte-parole ajoute que les médias ne devraient pas se concentrer sur si oui ou non la Chine construit des installations défensives nécessaires et limitées en mer de Chine méridionale, mais qu'ils devraient plutôt faire attention aux phares que la Chine a construits et aux installations destinées aux prévisions météorologiques et aux secours d'urgence bientôt terminés. Elle dit enfin que ces installations offriront un service public à la communauté internationale. Le président américain Barack Obama devrait effectuer une dernière tentative pour fermer la controversée prison de Guantanamo. Environ 90 djihadistes suspectés y sont encore retenus prisonniers alors que la prison en a détenu jusqu'à 600. Le site est devenu dans le monde entier le synonyme de torture, de détention à durée indéterminée et de combinaison orange. Obama s'était engagé lors de sa première campagne électorale à fermer la prison. Mais ces efforts ont été entravés par les parlementaires républicains qui voient en elle un outil utile pour combattre le terrorisme. Cette année, 35 prisonniers vont être transférés dans d'autres pays, selon les autorités. Obama pense que les États-Unis pourraient accueillir le reste des prisonniers et à cet effet identifier 13 sites d'accueil. La Turquie a joué un rôle clé dans le soutien aux rebelles en Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan affirme que le conflit a créé un terreau pour les organisations extrémistes et compare les milices kurdes à Al-Qaïda. Le chaos en Syrie a fourni une atmosphère qui permet aux organisations terroristes telles que l'État islamique, le Front al-Nosra et le PYD et les YPG kurdes de croître et de se propager. La Syrie est désormais un pays qui exhorte le terroriste. La Turquie est le pays qui souffre le plus de ces menaces et qui est touché par les attaques originaires de Syrie.
et d'ajouter que la communauté internationale ne devrait pas faire de distinction entre ces organisations. Ces commentaires ont été prononcés lors d'une réunion consacrée à la Somalie qui s'est tenue à Istanbul. Erdogan affirme qu'opérer une distinction entre bons et mauvais terroristes est une forme de soutien au terrorisme. La Turquie est actuellement à couteau tiré avec les États-Unis, qui soutient les groupes kurdes combattant Daesh en Syrie. Par ailleurs, le vice-premier ministre turc, Numan Kurtulmus, s'est dit pessimiste quant à l'application d'un cessez-le-feu en Syrie. Les experts en sécurité affirment qu'il est crucial que la sécurité aérienne soit renforcée dans la Corne de l'Afrique. Près d'un mois après une attaque suicide ayant ciblé un avion en Somalie, Djibouti a arrêté les vols en provenance de ce pays. Cela fait 3 semaines depuis l'attaque de l'avion d'Aalo à Mogadiscio. Le groupe militant somalien Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Heureusement, personne n'a été tué, mis à part le kamikaze. Les autorités travaillent pour renforcer la sécurité des voyageurs à l'aéroport. En tant qu'agence de sécurité en charge de la sécurité, nous avons renforcé la sécurité à l'aéroport. Cela ne sert pas uniquement à rassurer les voyageurs locaux, nous espérons aussi convaincre les ambassades étrangères et les organisations des Nations Unies que l'aéroport de Mogadiscio est sûr. Il y a eu toutefois des conséquences depuis l'attaque kamikaze. Djibouti a interdit tous les vols venant de Somalie par précaution et d'autres pays pourraient suivre. Les experts disent qu'il ne s'agit pas juste de la Somalie, la menace concerne les aéroports dans la région et au-delà. Les menaces posées par les militants sont réelles. Nous avons vu cela quand un avion a explosé à Tcharmetchek. Également, quand une bombe a été découverte au Yémen. La menace est toujours présente. Pour les pays de l'Est et de la Corne de l'Afrique, il faut améliorer la sécurité dans les aéroports. Le secteur bancaire mondial est sous pression en raison des demandes pour accroître ses ratios de fonds. Nombre de banques examinent soigneusement leurs activités, éliminent les produits secondaires et soit les vendent, soit ferment des départements. Barclays PLC évalue ses activités et plus spécifiquement, comme des sources le suggèrent, ses opérations africaines. La banque garde cependant le silence en amont de sa présentation annuelle le 1er mars. Mais plusieurs scénarios pourraient se dérouler. Ils pourraient simplement vendre une part de leur participation à 62% dans Barclays Africa et la réduire à 50%. L'avantage de cela est qu'ils garderaient le contrôle tout en réduisant leur participation en Afrique. L'alternative est de vendre la totalité de leur participation à 62% ou la moitié de celle-ci. Un problème auquel sera confrontée la banque basée au Royaume-Uni si elle décide de vendre la totalité de sa participation sera du côté du régulateur local. Ils devront obtenir l'approbation de la banque de réserve et ensuite, celle-ci devra approuver l'acheteur. C'est très important à comprendre en ce qu'au niveau mondial, les banques centrales ne voudront que des actionnaires très forts pour leur banque. Et sans compter que tout acheteur potentiel devrait voir dans l'Afrique un moyen pour un jeu à long terme, partant du principe que le cycle des matières premières va bientôt s'achever. Il est improbable qu'un acteur qui viendrait pour remplacer Barclays essaierait de réduire ce qu'il a. Il essaierait d'acheter parce que, comme Absa, il aime l'Afrique du Sud, et donc il ne changerait rien. En fait, il voudrait fort probablement l'améliorer et obtenir plus d'entreprises et de transactions communes allant de pair. Ce n'est qu'une question d'appétit et de savoir si l'acheteur potentiel prendra une option à long terme sur l'Afrique. D'un autre côté, bien sûr, Barclays pourrait garder sa participation parce qu'il croit en l'avenir de l'Afrique. Le ministère chinois du Commerce vient d'annoncer que le commerce extérieur chinois avait bien résisté aux turbulences mondiales au cours de l'année 2015. Le ministre chinois du Commerce, Gao Rucheng, a déclaré que l'an dernier, le commerce extérieur chinois s'en est mieux sorti que celui de la plupart des pays. Les données du ministère montrent que le commerce extérieur a compté pour 13,2% du commerce global en 2015, soit 1 point de pourcentage de plus que l'année précédente. Les investissements à l'étranger et les investissements directs étrangers en Chine ont également enregistré une croissance en 2015. Sur le plan intérieur, la consommation a atteint 30 000 milliards de yuans, soit une progression de 10% en glissement annuel.
Et la consommation a contribué aux 2/3 du PIB en 2015. Selon le ministère, le commerce en ligne a nourri la consommation locale. Les ventes au détail en ligne ont fait un bond d'un tiers à 3 200 milliards de yuans. Premièrement, adhérer à l'amélioration de la stabilité, ce qui inclut l'amélioration de l'environnement du commerce extérieur, la création de nouveaux modèles de développement du commerce extérieur, la promotion du développement de services commerciaux et services de sous-traitance. Deuxièmement, promouvoir la réforme, par exemple l'expansion de la zone franche pilote de Shanghai et l'établissement de 3 nouvelles zones franches, ainsi que l'adoption d'une série de mesures de réforme pour aligner administration et pouvoir de délégation. Et troisièmement, approfondir les réformes. En 2015, la Chine a réalisé de nouvelles percées dans l'amélioration de l'ouverture avec l'initiative Une ceinture, une route. Cela permet un meilleur usage des marchés, ressources et réglementations nationales et internationales. La Chine a approfondi la réforme structurelle pour stimuler son économie. Le ministère du Territoire et des Ressources a déclaré qu'il allait contrôler l'allocation de terrain au secteur du charbon et de la sidérurgie afin de réduire la surcapacité et de réduire ses stocks. Le ministère chinois du Territoire et des Ressources a dit que la clé des réformes structurelles est de réduire les surcapacités et que la tâche la plus urgente est de faire du ménage parmi les compagnies zombies, ces entreprises extrêmement inefficaces et non rentables qui fonctionnent grâce à l'aide du gouvernement. Le Conseil des affaires d'État a demandé que dans les 3 prochaines années, le ministère n'approuve ni ne traite de nouveaux projets charbonniers et sidérurgiques. L'allocation de terrain peut jouer un rôle pivot dans la mise en œuvre de la réforme structurelle. Pour les industries en surcapacité, nous allons essayer de contenir l'offre de terrain et pour les industries aux capacités insuffisantes, nous allons accroître celles-ci en conséquence. L'inventaire de biens immobiliers en Chine est en hausse. À la fin de 2015, le pays avait environ 720 millions de mètres carrés de surface commerciale à vendre. Au regard de l'inventaire important de biens immobiliers, nous devrions jouer un rôle plus grand et contrôler l'allocation de terrain pour contenir directement la situation. Le ministère adoptera une approche mixte alors qu'il essaie d'équilibrer le déstockage avec l'urbanisation des travailleurs migrants. Pour les villes et les villages qui assistent à une urbanisation rapide des travailleurs migrants et un important déstockage de biens immobiliers, nous allons accroître leur quota de terrain résidentiel. L'économie chinoise du troisième âge est là où se trouve l'argent. On attend du jeune secteur qu'il représente un jour un 5e de l'économie chinoise et les capitaux ont commencé à affluer. Mais ces investissements seront-ils être rentables? CCTV mène l'enquête. Les secours d'urgence sont un service de base dans les établissements de soins. À présent, de nombreuses personnes âgées l'ont à domicile. Cet appartement à Nanjing dispose de tels équipements. La société qui opère ce service était une firme de technologie de l'information. Elle est entrée dans le secteur des seniors il y a 3 ans avec un portefeuille de 400 millions de dollars d'équipements et de services de soins aux personnes âgées. Nous appelons le marché de la retraite 90-7-3. 90% des personnes du troisième âge resteront à la maison après leur retraite. 7% d'entre elles seront couvertes par les communautés sponsorisées par le gouvernement. Et 3% paieront pour des services de soins haut de gamme aux personnes âgées dans des établissements de soins. Nous voyons de bonnes opportunités pour le segment des 90%. Pendant ce temps, les compagnies d'assurance aux poches bien profondes reluquent le marché des 3%. Ce secteur cible les personnes aisées. Taikang Life a dépensé 300 millions de dollars pour bâtir des maisons de retraite de luxe à Beijing. Nous créons 8 communautés pour les seniors dans toute la Chine. Nous avons choisi les principales villes, à savoir Beijing, Shanghai, Guangzhou, Suzhou, Hangzhou, Chengdu, Wuhan et Sanya. L'investissement total a dépassé les 3 milliards de dollars. Les investisseurs internationaux se taillent aussi une part du gâteau. IDG, Sequoia et plusieurs fonds chinois se sont associés pour investir 1 milliard de dollars dans un centre de soins pour personnes âgées dans l'est de la Chine. Les données du secteur montrent que 30 milliards de dollars de capitaux ont été investis dans l'économie des seniors depuis 2013. Mais le retour sur investissement ne justifie pas encore l'enthousiasme. Cependant, les investisseurs demeurent confiants. C'est un investissement à long terme, mais aussi un secteur non cyclique. 80% de nos projets sont à présent au seuil de rentabilité et nous pensons que l'affaire sera viable, en progressant avec de solides retours sur investissement à long terme. Le temps est compté pour que les décideurs politiques chinois affermissent leur support au secteur de l'économie des seniors du pays. La politique chinoise de l'enfant unique est finie, mais il n'en va pas de même des retombées.
Et ceci parce qu'alors même que la Chine fait face au problème du vieillissement de sa population, le déficit national des retraites du pays représente d'ores et déjà 30% du PIB. Parlons maintenant investissement. Les analystes auraient trouvé des signes que les capitaux délaissent les traditionnels secteurs de l'immobilier, de l'énergie et de la manufacture pour d'autres secteurs, tels que le sport. Des détails en images. Elle suit les instructions en ligne et est heureuse de pouvoir faire de l'exercice chez elle. Cette nouvelle maman n'a plus besoin d'aller dans une salle de sport. Après près de 10 mois d'entraînement, elle a perdu plus de 9 kilos. Je n'étais pas en forme après l'accouchement. Je me suis dit que je pourrais trouver une application pour m'aider à faire de l'exercice à la maison. Donc, je suis allée sur Internet. Et elle a trouvé cela, un guide et un entraîneur gratuit en ligne. Cette application a attiré plus d'1,5 million d'utilisateurs en une année. Et ce succès ne se dément pas. De plus en plus de gens commençaient à faire du sport autour de moi. J'ai vu qu'il y avait un marché énorme. Nous avons obtenu notre capital initial d'investisseurs providentiels. Après la mise en ligne de l'application, nous avons eu notre premier million d'utilisateurs en une centaine de jours et la dernière hausse d'1 million d'utilisateurs nous a pris 8 jours. Plus de 2000 applications de sport de ce type ont émergé en Chine ces 2 dernières années. Par ailleurs, de nouveaux équipements sportifs tels que les bracelets connectés font désormais partie du quotidien d'une partie croissante de la population. Et des sports tels que le cyclisme et le ski ne sont plus réservés à des professionnels. À la station de sport d'hiver de Badaling, dans la banlieue de Beijing, la fréquentation a doublé par rapport à 2014. Les investisseurs considèrent que le marché potentiel du sport est gigantesque en Chine. Le capital s'intéresse à tous les secteurs. Il va se pencher sur un secteur et en devenir le moteur. Cela explique pourquoi le secteur du sport connaît un boom de l'investissement. Le sport est un secteur lucratif que nous ne pouvons ignorer. Investir dans le secteur du sport va nous apporter de la fluidité sur le long terme. Nous prévoyons un retour sur investissement énorme après 2 ou 3 décennies. Selon le Conseil des affaires d'État, la Chine prévoit d'avoir un demi-milliard de pratiquants réguliers de sport d'ici 2025 et un secteur du sport qui dépasse les 5 000 milliards de yuan. Les détaillants japonais ont déclaré que les touristes chinois avaient passé moins de temps dans les magasins de Tokyo durant les vacances du Nouvel An chinois que l'année passée. Une explication vient des jeunes Chinois qui déclarent préférer voyager plutôt que seulement dépenser dans les magasins. Bagukai, ou achat explosif. Tel est le mot à la mode au Japon pour décrire le fort pouvoir d'achat des touristes chinois. Mais il ne sera pas si populaire cette année. Le nombre de touristes chinois a été élevé durant le Nouvel An chinois, mais les détaillants au Japon ont observé une baisse généralisée des ventes de l'ordre de 25%. Je pense qu'ils regardent les produits avec bien plus d'attention. Ils avaient l'habitude d'acheter des produits populaires comme des bouteilles en acier inoxydable. Désormais, ils cherchent leurs produits préférés tels que les cosmétiques. Certains touristes chinois déclarent que depuis un certain temps déjà, ils n'achètent plus d'articles japonais lorsqu'ils sont en vacances. Je pense que la qualité des produits chinois s'améliore, donc nous n'avons pas besoin d'aller au Japon pour acheter des produits du quotidien. La qualité des produits chinois répond à nos besoins de tous les jours. En tant que jeune personne, je pense que voyager permet d'acquérir de l'expérience et de la connaissance et pas uniquement de faire des achats. Certains touristes chinois, surtout les jeunes, déclarent qu'ils s'intéressent davantage à visiter les sites culturels plutôt que d'aller faire du shopping. Je pense que beaucoup de personnes riches viennent ici pour acheter des produits électroniques. Mais la plupart des jeunes, comme nous, recherchent davantage l'expérience. Nous sommes ici pour visiter et bien manger. Les analystes ont relevé des changements chez les touristes chinois et suggèrent que le Japon devrait faire évoluer ses stratégies touristiques.
Avec la progression stable des touristes chinois, je pense que le Japon va entrer dans une nouvelle phase d'expansion bien en deçà de l'achat explosif, en vue d'établir un nouveau modèle commercial en recourant à l'expérience plutôt que simplement à la consommation dans des secteurs élargis et d'autres zones du Japon. Les visiteurs de la partie continentale de Chine ont doublé à 5 millions entre 2014 et 2015, permettant ainsi au nombre de touristes au Japon d'atteindre les 20 millions. Tel était l'objectif voulu du gouvernement pour l'horizon 2020. Les analystes déclarent qu'en dépit de la hausse des promotions lors des achats, la classe moyenne croissante de Chine a de grandes chances de privilégier les expériences culturelles au Japon. Les 2 semaines de célébration de la fête du printemps se sont terminées par la fête chinoise des lanternes et l'extraordinaire spectacle intitulé Culture chinoise, fête du printemps poursuit sa tournée mondiale avec de nombreuses acrobaties au programme. Regardons les performances qui ont eu lieu à Pasadena en Californie ainsi qu'à Madrid. L'auditorium de la ville de Pasadena peut accueillir 3000 spectateurs. Beaucoup viennent célébrer la saison loin de chez eux. C'est quasiment le dernier jour du Nouvel An chinois et c'est la première nuit de pleine lune. Donc c'est très important pour cette nouvelle année chinoise. Les danses traditionnelles, les chansons folkloriques, les acrobaties et autres arts martiaux font partie de cet ensemble de célébrations. Les prestations d'aujourd'hui étaient fantastiques. Les danses d'une grande virtuosité, en particulier le ballet sur les épaules ainsi que les arts martiaux. Et j'ai aussi apprécié les chansons. De nos jours, la fête du printemps est bien plus qu'une vacance chinoise, alors que d'autres nationalités s'y associent et saisissent l'opportunité d'approfondir les échanges culturels. Je pense que l'une des chanteuses, la fille en robe blanche, avait une voix hors du commun. À Madrid, la place d'Espagne accueille un véritable phénomène chinois, les fameuses foires du temple. À la nuit tombée, la troupe présente un gala faisant honneur aux coutumes traditionnelles chinoises. La manifestation Culture chinoise fête du printemps a été établie en 2009 pour améliorer les échanges culturels entre la Chine et le reste du monde. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur CCTV français.